De News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne et internationale. Ce soir, nous entrons au cœur de deux grands sujets d'actualité nationale. Dans la première partie, nous traiterons des législatives ivoiriennes de décembre prochain avec le retrait du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo et la participation du PDCI, RDA et le COGEP. Quels enjeux pour ces élections? Quels risques pour la représentativité de l'opposition et pour la stabilité nationale? Nos consultants sont là, bien sûr, pour éclairer votre lanterne sur ces questions parfois brûlantes. Et puis, dans la seconde partie d'émission, nous recevons Dr Paul Hervé Agoubli, secrétaire général du mouvement politique Objectif République et ex-membre de la CAPSI, pour commenter le retrait de son parti de la dite coalition, faire le bilan de la coalition et livrer sa lecture de la situation politique nationale. Pour en parler dans la première partie, Dr Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Cédric. À ma droite, Maître Cédric Koné, conseil juridique. Bonsoir, Maître Cédric Koné. Bonsoir, Cédric. Et enfin, Samba David, consultant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous serons rejoints les prochaines minutes par Guillaume Bateau, journaliste et DG du quotidien Liberté. Mais avant, place à la première partie de notre émission. Le retrait du PPACI des prochaines législatives ivoiriennes, c'est une décision qui surprend plus d'un. Dr Daouda Ouattara, quelle lecture faites-vous de cette annonce faite la semaine dernière par le parti de Laurent Gbagbo? Alors, cette annonce n'est pas nouvelle, n'est pas si nouvelle pour nous autres, puisque nous savons que le PPACI suit une ligne qu'elle qualifie de noble depuis le début. Ça fait des mois en amont que le PPACI décrit, ou bien essaie de créer certaines conditions pour qu'il y ait des élections transparentes en Côte d'Ivoire. Et c'est en ce sens que, comment on appelle ça, la candidature du président Laurent Gbagbo a été déposée, même si tout le monde savait qu'elle allait être rejetée. Et depuis lors, le PPACI est dans une dynamique de non-reconnaissance, n'est-ce pas, du pouvoir en place, de non-reconnaissance des élections qui ont eu lieu, non-reconnaissance de l'institution même qui est chargée d'organiser les élections. Donc, produire ce communiqué, c'est être en adéquation, c'est créer une congruence entre l'acte et la parole. Alors, donc, le PPACI est sur une ligne droite qu'il juge bon, qu'il juge opportun, ou bien qu'il trouve que le temps de... Et vous-même, comment vous jugez cet acte? Bon, moi, je n'ai pas à juger, je n'ai qu'à observer, je n'ai qu'à analyser. Alors, de mon analyse, il y a plusieurs hypothèses qui se dégagent. Hein. Alors, soit le PPACI compte continuer le bras de fer pour espérer, n'est-ce pas, faire plier le pouvoir en place, même si la marge est très mince, peut-être 1%, bien 2%, comme on ne dit jamais, jamais. Soit le PPACI reconnaît d'avance sa défaite, donc une fuite en avant, parce que peut-être avec cette liste ou bien avec à l'état actuel, aller aux élections, il ne pourra pas avoir la majorité à l'hémicycle. Donc, pourquoi s'engager dans un combat qui est perdu d'avance? Soit le PPACI veut mettre la clé sous le paillasson avec, n'est-ce pas, le départ du président Laurent Gbagbo à la retraite. Peut-être que le PPACI estime qu'il n'y a pas de figure de proue comme Laurent Gbagbo pour continuer la bataille. Sinon qu'un parti politique qui se veut sérieux, un parti politique qui se veut conquérant ne va pas cracher, n'est-ce pas, sur ces élections législatives. Parce que c'est au travers de ces élections-là que les cadres de ce parti vont pouvoir s'exprimer à l'hémicycle, pouvoir défendre davantage les couleurs du PPACI et, comment on appelle ça, l'intérêt de la population ivoirienne. Bien. Samba David, est-ce qu'on peut parler d'une démarche politique stratégique pour le PPACI ou encore un désengagement de la part du parti de Laurent Gbagbo? Je n'ai pas de qualificatif réel à donner. Déjà, je voudrais saluer ici la présence de tous les amis et les journalistes sur le plateau et la régie également. Il faut dire que c'est contre toute attente que cette déclaration a été faite. Parce que quand nous écoutons les différentes interventions du président Laurent Gbagbo, qui a dénoncé d'ailleurs la non-participation de son parti aux différentes élections pendant qu'il était absent. Il a vraiment dénoncé. Et nous l'avons constaté sur le terrain que la non-participation
de l'EDS en son temps, du camp Laurent Gbagbo en son temps, dirigé par Abdourahmane Sangaré, qui après s'est transformé en EDS, qui lui a participé à la dernière élection 2020. Le président Laurent Gbagbo avait dénoncé cela et il avait dit plus jamais que son parti ne boudirait une élection. Voilà. Quels que soient les soucis, c'est en interne qu'il fallait le dénoncer et puis essayer de régler cela. Malheureusement, contre toute attente, cette déclaration est sortie. Bon, il faut dire que je crains que ces députés sortants-là ne respectent pas ce mot d'ordre et qu'ils aillent individuellement en candidat en indépendance. Ce qui se dessine déjà. Ce qui se dessine déjà, nous apprenons par-ci et là des candidats PPACI qui comptent repartir désormais sous la bannière indépendante. Et je me demande comment est-ce que l'opinion percevrait cette candidature indépendante. Et je vous dis que avec les informations que nous avons, ceux qui partent en indépendance ne sont pas des militants lambda, mais ce sont des responsables de ce parti qui décident, malgré l'appel à ne pas participer à ces élections, décident d'aller aux élections. Malgré tout cela, je me demande ce que ça va donner. Alors, je me demande aussi, après 5 ans, qu'est-ce que les Ivoiriens retiendront de ce grand parti qui, malheureusement, ne n'ira pas à ces élections législatives parce que, comme on l'a toujours dit, les présidentielles et les élections locales n'ont pas les mêmes enjeux et chacun, dans sa base, était amené à travailler à cela. Mais on prend acte, puisque c'est une décision interne à un parti politique, il y a certainement des raisons qui ont motivé cela. Nous prenons acte, mais nous appelons tous ces Ivoiriens-là à dire qu'il y a un moment donné, les élections présidentielles ont eu lieu, nous l'avons tous dénoncé, mais il y a un autre pouvoir, qui est le pouvoir parlementaire, qu'il faille forcément arracher au parti au pouvoir pour ne pas que ça se passe comme le mandat passé, où l'exécutif ordonnait et le parlementaire exécutait. Bien. Maître Cédric Koné, quel message ce retrait envoie-t-il au pouvoir, mais aussi à l'opposition ivoirienne? Alors, le message, il est clair et il est sans ambiguïté. Pas clair pour certains Ivoiriens. Je vais tenter d'expliciter cela parce que c'est important de le faire. Ce que le Parti des peuples africains envoie comme message à l'opinion publique et à l'opinion internationale, c'est qu'il y a des attentes et il y a des calculs de politique politicienne. Voilà. Donc, le PPACI ne souhaite pas se laisser entraîner dans des calculs de politique politicienne. Le PPACI reste cohérent avec la vision d'un grand nombre et d'un bon nombre d'Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'attentes pour ces législatives-là à venir, mais les dirigeants du parti, la haute direction, considèrent qu'il y avait des combats et des objectifs qui étaient bien au-delà des petits calculs politiciens. La révision de la liste électorale qui a été réclamée par toute la classe politique ivoirienne, la refonte de la CEI, où le président même de cette institution-là, de cet organe administratif-là, a considéré qu'il y a des choses qui n'ont pas bien marché. Et ceci dit, il ne faudrait pas aussi tenter de jeter le PPACI à la vindicte populaire en disant quand le PPACI refuse de participer à des élections. Le PPACI a également dit qu'il se montrerait ouvert à participer à ces élections-là si on accordait un délai, voilà, pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, pendant qu'il y a des gens qui sont morts pour dire non au 4e mandat, il y en a qui sont emprisonnés, il y a des cadres qui ont été pourchassés, les cadres du PDCI qui avaient été convoqués, ils étaient au nombre de 7, les cadres du PPACI eux-mêmes qui ont été convoqués au nombre de 13, avec tous ces événements-là qui n'ont pas permis de préparer de façon sereine les échéances législatives au niveau local, où je me suis laissé entendre dire récemment qu'à Goïtafla, on a encore des personnes qui, fuyant la furia
de force se sont retrouvées en brousse. Elles y sont encore. On a encore des prisonniers. Donc, en regardant ce panorama peu reluisant, le PPACI, qui est dans le front commun avec le PDCI, a décidé à son niveau de ne pas y participer. Ce n'est pas refusé de participer aux élections. Et le PDCI, lui, a décidé d'y aller. Oui, parce que les deux partis politiques sont très autonomes dans leur façon d'apprécier les choses et de gérer les choses. Bien qu'étant dans le même front commun. Les deux partis politiques se sont mis ensemble pour des objectifs. Au niveau national, la révision de la liste électorale, la refonte de la CEI, la libération des prisonniers politiques, donc, la décrispation du climat politique. Voilà, si aujourd'hui, l'appréciation des uns et des autres... Est-ce qu'on parlera d'un échec du Front commun sur ces mesures-là qui n'ont pas été prises en compte par le pouvoir en place, du fait que le PPACI décide de ne pas y aller? Non, il n'y a pas d'échec. Il y a, si vous voulez, un changement de stratégie ou d'opération. Mais de la part du PPACI. Les problèmes de fond demeurent. Donc la révision de la liste électorale, la réforme de la CEI, c'est ce pourquoi ces deux partis politiques-là se sont mis ensemble dans un front commun. Donc tant que ces objectifs-là perdus, l'alliance perdue, il n'y a pas encore d'échec ou d'objectifs atteints. Merci, merci Déconné. Alors, nous allons parler maintenant du PDCI RDA et du COJEP qui ont décidé de participer à ces prochaines élections législatives sur la participation de ces deux grands partis. Et nous avons recueilli des avis à Abidjan, la réaction des populations dans cet élément de la rédaction signée Rosita Conan. Absent lors de la présidentielle d'octobre 2025, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, et le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, ont annoncé leur participation aux élections législatives prévues pour le 27 décembre prochain. Une décision qui intervient dans un contexte marqué par un besoin de renouveau démocratique et par les appels répétés à l'inclusivité politique. Dans les rues d'Abidjan, de nombreux Ivoiriens y voient un signe d'apaisement. Il n'y a pas d'incongruité si le COJEP décide d'aller aux législatives. C'est dans une suite logique. Donc il n'y a pas d'incongruité là. Mais par contre, quant au PDCI qui a refusé d'aller aux élections présidentielles, voit qu'il demande à ses cadres de se présenter aux élections locales. Bon, on peut parler d'incohérence, mais vous savez, le jeu politique, c'est le jeu des intérêts. Ce sont des acteurs politiques, ils défendent les intérêts qui leur sont propres. Donc, s'ils prennent cette décision, il faut voir en cela que c'est le jeu des intérêts qui prime, qui fait que ces partis-là, sinon le PDC décide d'aller aux législatives. La politique, on veut dire, même si on ne mange pas dans la même cour, on peut se retrouver dans un endroit, dans un restaurant pour manger ensemble. Vous voyez, c'est pour dire que quoi, même si à la présidentielle on n'est pas ensemble, aux législatives, ils peuvent être ensemble, vous voyez. Donc je pense que c'est permis qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. C'est la politique, chacun a sa propre stratégie et ils peuvent aller avec. Plusieurs estiment que la participation de ces deux formations majeures pourrait renforcer la légitimité du prochain scrutin. Je suis totalement d'accord que le PDCI participe à la vie de la nation ivoirienne en ayant des représentants à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, ce qui est normal. Le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a toujours dit que la politique de la chaise vide est une politique qui n'avance pas et qui ne donne pas la raison au pays. S'absenter du terrain, ça sera laissé en boulevard et puis un vide, ça va créer des problèmes à la longue, à moyen, court terme. Ça va faire que ce parti risque de perdre ses militants sur le terrain. Or, l'enjeu à moyen terme, c'est-à-dire que dans 5 ans, c'est de revenir à la présidentielle avec leur candidat en espérant qu'il soit retenu pour la compétition. Je vais parler de Thiam. Voilà. Donc, s'absenter du terrain, ce serait vraiment se faire du tort. Dieu merci, ils ont fait une bonne analyse en partant aux législatives. Dans la politique, la trahison n'existe pas. Hein. Tout est une histoire de stratégie. Il n'y a pas de trahison politique. Pour beaucoup d'Ivoiriens, ces élections législatives représentent donc un moment décisif pour l'avenir politique du pays. Un test grandeur nature de la capacité des forces politiques à privilégier l'intérêt national et à faire vivre une démocratie plus inclusive. Bien, de retour en plateau. Samba David, quels sont les enjeux que le PDCI-RDA de Tidjane Thiam poursuit à travers cette élection législative? Oui, déjà, il faut dire que le PDCI du président Cheikh Tidjane Thiam continue la bataille démocratique.
il y a eu une première bataille que nous avions perdue. C'était l'inscription du nom de nos différents candidats du Front commun sur la liste électorale. Il faut dire à tous ceux qui nous écoutent et qui nous entendent et qui nous regardent que le PDCI-RDA n'a pas boudé, encore moins n'a pas boycotté les élections présidentielles. On nous a tout simplement exclus. Voilà. Et cette fois-ci, nous appelons, le président appelle tous les militants du PDCI d'aller aux élections législatives parce que c'est encore un autre combat. Il faut dire qu'un calcul avait été fait pour dire si partout où l'opposition allait se présenter, nous allons nous soutenir parti comme parti pour que nous ayons la majorité et que depuis le Parlement, les choses puissent changer. Malheureusement, cette sortie inattendue d'un allié de poids mélange les calculs. Mais cela ne va pas empêcher le PDCI d'aller à ces élections. Qui était la deuxième plus grande force au sein de l'hémicycle ivoirien. Ah, voilà. Donc, continue toujours avec aller à ces élections. Parce que les arguments donnés tout à l'heure, évoqués tout à l'heure par le camarade maître Cédric Koné, à savoir la mort, il faut pleurer encore les morts, il y a encore des morts, il y a encore des prisonniers. Mais en 2020, d'abord, les conditions électorales, c'est depuis 2015. Nous sommes passés d'abord par la CNT et par, du moins, comment on appelle, la CNC, la Coalition nationale pour le changement, avec les mêmes conditions, avec les mêmes revendications. La CEI, libération des prisonniers, ainsi de suite. Et en 2020, il faut noter qu'il y a eu beaucoup plus de morts. Officiellement, on parle de 80, sinon, officieusement, il n'y en a plus que ça. Mais ça n'a pas empêché EDS, devenu PPACI, d'aller à ces élections-là. Il y avait aussi plus de prisonniers. Il y avait même des exilés, encore. Mais ça n'a pas empêché tous les partis de l'opposition d'aller à ces élections-là. Donc, de manière voilée, clairement, vous invitez le PPACI à rejoindre les autres partis de l'opposition pour participer à cette élection cruciale. Si notre voix pouvait vraiment porter, c'était à cela que cela devrait servir. Et que le PPACI revienne parce que c'est ensemble, avec l'union de l'opposition, que l'opposition peut vraiment arracher certains sièges au RHDP. Malheureusement, ce qui se passe va quelque part mélanger le calcul de l'opposition, mais le PDCI va et le PDCI a des candidats sur tout le territoire national. Bien. Docteur Daouda Ouattara, le Front commun, mais un Front commun, mais deux voix différentes, très opposées. Le PPACI qui décide de ne pas aller à cette élection. Le PDCI-RDA compte participer à cette élection. Le parti se prépare déjà. Est-ce que le PDCI-RDA pourrait tirer avantage du retrait du PPACI à cette élection et avoir une voix plus large au sein de l'hémicycle? Bon, je ne pense pas. Ce retrait va jouer en défaveur du PDCI-RDA. Parce que en allant sur une liste commune, avec ce front-là, le PDCI ou bien l'opposition significative. En 2021, il n'y avait pas de liste commune, même si par endroit ça existait. Effectivement, par endroit ça existait, même si ça n'a pas porté trop de fruits. Mais avec le retour du président Laurent Gbagbo, ça a revigoré un peu plus les rangs du PPACI. Donc le PPACI d'aujourd'hui est plus fort que l'EDS que nous avons connu auparavant. Donc avec cette liste commune-là, l'opposition significative pouvait, n'est-ce pas, avoir la majorité à l'hémicycle. Maintenant, le PDCI seul dans la bataille, ça ne sera pas du tout aisé. Forcément, le PDCI-RDA a annoncé également la mise en place d'un grand mouvement, le Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie, qui va regrouper plusieurs partis politiques d'opposition, mais également de grands leaders, dont Vincent Tobi et bien d'autres. Non, moi, tout ça, c'est bien beau. Mais peut-on parler d'opposition significative en Côte d'Ivoire sans citer le PPACI? Voilà. Quand on parle de l'opposition significative, il y a le PDCI, il y a le PPACI, et puis à des degrés un peu moindres, le FPI d'Afin Guessan. Voilà. Donc, quel pourrait être le poids
de ce grand mouvement sans la participation du PPACI. Si vous êtes 1000 et que si le PDCI a 1000 militants et que le PPACI envoie 1000 militants, ça fait 2000 militants. Mais avec le PDCI seul, ça sera un peu compliqué. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, c'est maintenant que le PDCI vient de comprendre que la politique, c'est comme une guerre. On peut perdre une bataille. Mais cette bataille de perdu ne signifie pas que la guerre est perdue d'avance. Le PDCI est sorti, n'est-ce pas, du nombrilisme politique pour, qu'on appelle ça, pour amorcer un nouveau départ. Ce départ-là, qui est celui de défendre l'intérêt de la nation, l'intérêt de la population ivoirienne, l'intérêt des Ivoiriens. Parce que le PDCI pouvait se dire que tant que le nom du président Tidiane Thiam n'est pas mis sur la liste électorale, alors on n'ira pas aux élections législatives. Dans ce cas, le Parlement serait monocolore. C'est-à-dire, comment on appelle ça, le RADP seulement. Alors, on ne peut pas prendre 5 ans de la vie des Ivoiriens, on ne peut pas sacrifier 5 ans de la vie des Ivoiriens comme ça, quand on se dit politique, quand on se dit qu'on lutte pour l'intérêt de cette population. Aujourd'hui, la population se sent trahie par cette annonce du PPACI. Parce que quand vous décidez de lutter pour l'intérêt d'un peuple, quelle que soit la situation, vous tenez la dragée haute, vous ne faites pas de calcul politique un peu qui tire, n'est-ce pas, en votre faveur personnelle et laissez la population livrée à elle-même, laissez la population pour compte. Parce que figurez-vous que durant ces 5 ans, même quand tout le monde était là même, il y a des lois à dormir debout qui passaient. Tout le monde décriait ça. Maintenant que vous n'êtes plus là, où le PDCI sera un peu réduit dans sa marge de manœuvre, quelles sont les lois qui vont passer? Et quand ces lois-là vont passer, est-ce que vous aurez la même voix pour décrier? Est-ce que vous aurez le même aura? Ou est-ce que vous aurez les mêmes antennes pour pouvoir dénoncer cela? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, ma plus grande crainte aujourd'hui, et la plus grande crainte des Ivoiriens, des observateurs comme moi aujourd'hui, des Ivoiriens qui aspirent au changement, c'est que nous ne voudrions pas que d'ici 2027-28, on nous fasse le coup du Togo. On sait que... passer à un régime parlementaire, dans les coulisses, on attend des informations, même si cette information n'est pas avérée. Non, c'est une analyse que je fais. Moi, c'est ma plus grande inquiétude aujourd'hui, parce que si ce Parlement-là tombe majoritairement dans la main du RADP, c'est possible. C'est possible. D'ici 2028, bon, on part du régime présidentiel au régime parlementaire. Mais le PPACI ne se rendra pas compte de l'erreur qui a été faite en amont, en ne participant pas aux élections, en les laissant seuls faire. Donc, du coup, si la décision est bonne, elle est bonne pour nous tous. Si elle est mauvaise, bon, elle va nous conduire droit dans le mur. Donc, moi, en tout cas, personnellement, moi, je ne trouve pas que c'est une stratégie. Moi, je trouve que c'est une fuite en avance et une trahison de la population ivoirienne. Bien. Maître Dekoné, est-ce que vous voyez ici une trahison quand beaucoup d'Ivoiriens attendaient, avaient de l'espoir, gardaient de l'espoir avec ce retour de Laurent Gbagbo qui pourrait envoyer son parti aux législatives? Malheureusement, le parti décide autrement. Et puis, est-ce qu'on n'assistera pas à plusieurs candidatures indépendantes du fait du recul du PPACI à ces élections, même au sein du parti politique? Tout est possible, hein. C'est la vie des hommes qui offre tellement de possibilités et de choix. Mais on peut voir également le verre soit à moitié plein ou à moitié vide en matière de trahison. Donc partir au PPACI, partir aux élections législatives, est-ce que ça ne signifierait pas aussi une trahison pour le PPACI? Ça se discute. Écoutez, il faut observer mais de façon profonde l'histoire de la Côte d'Ivoire pour comprendre que tout est dynamique, tout est mouvement. Avant l'indépendance de 1960, on avait le multipartisme en Côte d'Ivoire. À partir des années d'indépendance jusqu'aux années 90, on a eu le parti État et le parti unique en Côte d'Ivoire. Dans sa toute puissance, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a eu en face de lui Laurent Gbagbo, qui a été un opposant charismatique, qui a été un opposant politique dont la voix a porté loin. Ce qui veut dire que dans les chemins de vie, dans les chemins politiques, il faut prendre le temps de bien tailler les bases, de bien asseoir les fondations pour pouvoir avancer. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Rien n'est nouveau sur cette terre des hommes où nous sommes là. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si le PPACI
ne participe pas aux élections législatives, le PPACI n'est pas fini, peut revenir demain. Le tout, c'est d'aborder ce que les Occidentaux appellent la fluidité, d'épouser ce que l'air du temps nous impose ou d'épouser ce que l'air du temps nous propose. Donc, on ne peut pas venir dire aujourd'hui que le PPACI est en train de trahir les Ivoiriens dans leur majorité, quand dehors, il y a une autre opinion qui refuse. Il y a même certains députés du parti qui ne s'attendaient pas à cette décision. Comme Michel Gbagbo, qui avait annoncé bien avant ce comité central, que lui souhaiterait que le parti puisse aller à ces élections législatives. À la grande surprise, la décision était autre. Oui, il a exprimé son opinion, mais c'est la magie, j'ai envie de dire, du comité central, en fait. Parce que le comité central est une instance de décision suprême dans les partis de gauche. Quand vous observez tous les partis d'inspiration soviétique, également, non, je vais même plus loin. Ceux qui ont inspiré le FPI, vous avez le Parti communiste de la Russie, vous avez l'ex-Parti communiste de la Russie, vous avez également le Parti communiste de la Chine. C'est ça, aujourd'hui, le véritable vestige et la véritable résistance du communisme. Quand une décision est prise au comité central, il n'y a plus de discussion. Bien, merci. Alors, parlons du comité central le week-end dernier. Hier, précisément, le parti de Charles Blé Goudé, le COJEP, a tenu un comité central. Charles Blé Goudé relance la machine politique. Le président du COJEP a confirmé hier, dimanche, bien sûr, à Cocody, la participation de son parti aux élections législatives du 27 décembre prochain à l'issue d'un conseil politique extraordinaire marqué par de fortes orientations stratégiques. Élément signé Jean-Jacques Denis. Charles Blé Goudé a officiellement annoncé la participation du COJEP aux élections législatives du 27 décembre prochain. Information rendue publique ce dimanche 9 novembre au terme d'un conseil politique extraordinaire de son parti, tenu à Cocody. Fidèle à notre foi dans la force du vote, j'annonce solennellement que le COJEP participera pleinement aux prochaines législatives à venir. L'histoire continue et elle finira par donner raison à ceux qui aiment leur pays plus qu'ils n'aiment leur personne, loin de l'égoïsme. À l'endroit du président de la République, son excellent Alassane Ouattara, vainqueur déclaré de l'élection présidentielle d'octobre 2025, je voudrais, à ce micro, lui exprimer toutes mes félicitations au nom du COJEP. Pour l'heure, seul le PPACI de Laurent Gbagbo a annoncé sa non-participation aux élections législatives ivoiriennes du 27 décembre 2025. Son allié du Front commun, le PDCI, annonce un grand mouvement, le Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie, pour permettre à l'opposition d'empiler le maximum de postes de députés à cette élection. Le COJEP n'a pas encore donné sa position sur ce mouvement. Voilà, nous sommes de retour en plateau rejoint par Guillaume Bateau, journaliste DG du quotidien Liberté. Bonsoir Guillaume Bateau. Bonsoir Cédric. Alors, tout à l'heure, nous avons ensemble regardé un settlement sur le COJEP qui annonce sa participation aux prochaines élections pendant que le PPACI lui décide de ne pas participer. Le PDC-RDA, première force politique de l'opposition, part également à cette élection. Est-ce que le COJEP aura les moyens de peser face à ces défis électoraux qui arrivent? Bon, j'espère qu'il va se donner les moyens de peser. Puisque c'est vrai que le scrutin législatif est un scrutin national, mais c'est aussi et surtout un scrutin local. Dans chaque localité, dans chaque région, ce sont les fils et les filles de la même région qui se présentent devant leurs parents. C'est un peu différent du scrutin présidentiel, qui est un scrutin national où la circonscription est très grande. Donc, dans chaque circonscription, si le COJEP aligne un cadre qui a une réelle proximité avec la population, il n'y a aucune raison que ce cadre-là ne gagne pas. Vous voyez souvent qu'il y a beaucoup d'indépendants qui sont élus, donc sans appartenance politique, c'est d'abord vraiment, par excellence, la relation entre la population et un de leurs enfants, une fille ou un homme, une femme ou un homme, pour être plus précis. Donc, j'espère que le COJEP va se donner les moyens de peser dans le débat en alliant des candidats qui ont préparé le terrain depuis quelques années. En tout cas, moi, je salue cette décision du COJEP d'aller aux élections parce qu'on ne pourra améliorer le système démocratique qu'en y participant et non en restant à la maison. Bien. Maître Dikoné, le COJEP peut-il créer la surprise et peser sur l'équilibre parlementaire?
Les législatives vont nous répondre parce que la présidentielle nous a répondu sur sa capacité à mobiliser et puis à fédérer sur l'ensemble du territoire national. La candidate qui a été soutenue par le COJEP, Simone Ivé, elle a dit, elle a décrié, on a décrypté longuement sur ce plateau, elle a dit qu'elle n'a pas eu les moyens financiers pour installer les scrutateurs dans tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. On se demande un peu à quel moment est-ce que la machine s'est grippée, puisque le COJEP est un parti qui est représenté, qui devrait être représenté à l'échelle nationale. Donc aujourd'hui, Guillaume l'a dit et je le rejoins partiellement, je ne vais pas le rejoindre totalement. S'il y a une réelle proximité entre des candidats issus des rangs du COJEP et les populations, on pourrait avoir des surprises. Mais là aussi, ça peut donner aussi une autre interprétation de savoir est-ce que le soutien a été joué à fond pour la candidate. Parce que si on a des personnes qui ont une proximité réelle avec les populations, pourquoi est-ce que ces personnes-là n'ont pas mis à disposition leur rapport, leur réseau pour soutenir la candidate de telle sorte qu'elle soit représentée dans tous les bureaux de vote au cours de l'élection présidentielle? Donc, nous allons analyser, décrypter et même scruter les résultats des élections législatives là où le COJEP sera représenté. Là où aussi Guillaume sera représenté. Moi, je suis candidat à Dalandé. Voilà, on va scruter les résultats. Vous aurez l'occasion de scruter. Je vais scruter les résultats là-bas. Alors, Samba David, est-ce que ces élections pourront modifier l'équilibre au Parlement avec la participation du COJEP et du PDC-RDA, bon, qui était déjà au Parlement, mais c'est le grand retour du COJEP dans les élections en Côte d'Ivoire? Non, il faut dire que ces élections doivent amener tous les Ivoiriens qui n'étaient pas d'accord avec toutes les manigances qui ont eu lieu lors de la sélection des différents candidats de s'exprimer. Ça continue aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas d'accord, et nous avons vu sur le territoire national, il y a beaucoup de régions où il n'y a pas eu d'élection. Où les gens n'ont pas voulu aller voter parce qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est le temps aujourd'hui qu'on leur donne pour choisir leurs députés pour qu'à l'Assemblée nationale également, le combat de la démocratie puisse continuer. Parce qu'il est temps qu'on tire une leçon de tous ces boycotts dont nous avons été victimes ou les boycotts qui ont été l'initiative de certains partis politiques depuis 1995. Depuis 1995, le boycott actif, finalement, le président Bédié est resté. En 2015, il y a eu un boycott. Mais quand il y a eu le boycott, pour finir, le président Ouattara, il est resté. En 2016, le boycott du référendum, le front du refus, et la Constitution est restée. En 2015, le boycott. On ne peut pas aller de boycott en boycott et puis ne pas en tirer une leçon. Est-ce que ce boycott profite à qui? À qui profitent ces différents boycotts? Donc pour nous, tous les partis politiques de l'opposition qui veulent aller aux élections législatives sont les bienvenus. Et cela, comme Bato l'a dit, ça concerne les rapports entre l'individu et sa population. Je peux être militant d'un parti politique et soutenir un président et ne pas être élu chez moi. Mais quand il s'agit de moi, la population peut encore mieux s'exprimer. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes présidents, nous n'avons pas été élus et nous avons soutenu un candidat qui n'a pas été élu chez moi que quand moi-même je serai candidat, on puisse avoir le même résultat. Sinon, on l'a vu en 2000, le PDCI n'est pas allé aux élections présidentielles, mais aux élections législatives, le PDCI a eu pas mal de voix. Bien. Donc, Daouda Ouattara, est-ce que le retrait du PPACI pourrait créer un risque de tension sociale ou politique? Oui, ça pourrait en avoir, mais en son sein, au sein du PPACI lui-même. Parce qu'il y a certains cadres, comme je le disais dès l'entame de mon propos, il y a certains cadres qui veulent des postes législatifs ou bien même des postes ministériels. D'ailleurs, même c'est la raison pour laquelle on s'engage en politique. Quand on s'engage en politique, on donne son énergie, on donne son temps, on donne son argent. C'est pour espérer peut-être exercer un poste législatif ou bien ministériel ou bien municipal un jour. Donc, les privés de cet avantage-là pourraient créer une certaine frustration en interne et puis les pousser à aller en indépendant.
Peut-être que certains iront d'ailleurs. Et il y a même peut-être des militants du PPACI qui voudraient aller Bien, merci. Parlons des militants. On va terminer rapidement avec Guillaume Bato pour question de temps. Guillaume Bato, est-ce qu'on peut assister à des conséquences sur les électeurs fidèles au PPACI? Bien entendu. PPACI... Ou même des départs du parti. Bon, on verra. Jusque-là, c'est vrai qu'on entend des cadres, mais on n'a pas encore entendu un nom précis de cadres qui souhaiteraient aller contre l'avis du comité central du PPACI. Donc, moi, j'attends toujours. Dans tous les cas, à long terme, oui. Parce que n'oubliez pas que le PPACI, quand même, est à la veille de la retraite politique du président Laurent Gbagbo. Et que ce débat-là, effectivement, il y a des cadres qui sont préparés pour aller aux élections législatives. Je pense, par exemple, au président du groupe parlementaire, professeur Hubert Oulaye. Je pense au député de Bleuquet, qui est le secrétaire général du parti, Thierry Jean Gévais. Je pense à d'autres cadres, notamment à celui qui a été élu à Cocody, avec Yasmine Ouyen et Kétine Lancinet, qui auraient bien aimé, de mon point de vue, je pense, bien aimé remplir. Mais aujourd'hui, le parti leur dit de ne pas y aller. Est-ce qu'ils vont transgresser ces instructions du parti? Je ne crois pas. Parce que dans tous les cas, si vous allez seul, sans le soutien des militants, vous aurez le même résultat. Donc, bon, on verra. Mais je pense que c'est une mauvaise décision de ne pas aller à ces élections législatives. Le PPACI va, je suis d'accord avec le docteur... Qui pourra aussi perdre l'un de ses fiefs, la commune de Yopougon. Oui, il y a longtemps que ce n'est plus un fief du PPACI. Ce n'est pas aujourd'hui. En 2021, ça a été... bon, le candidat qui était en face, le ministre Kafala, n'était pas au mieux de sa forme. La première, en 2023, on a vu que M. Bitogo et le RHDP ont raflé la mise. Et avec le non-départ du PPACI, je crois que... On a vu également les législatives de 2021. Oui, mais je l'ai dit, c'était un mauvais casting pour le RHDP. Le PPACI n'est plus majoritaire. Alors, c'est l'heure du chiffre du jour. Belle lurette. Le chiffre du jour, c'est 27. Bien sûr, la date des élections législatives prochaines. Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense, est candidat législative du 27 décembre à Bobo. Il est la tête de liste du RHDP dans cette commune. Voilà, réaction là-dessus, Dr Daouda Ouattara. Rapidement, 30 secondes. Moi, je peux dire, c'est qu'il y aura des tensions, bien une grande frustration chez les leaders RHDP qui sont de la commune d'Abobo. Par exemple, les Tefou, Kone et j'en passe. Figurez-vous que lors d'une déclaration, il dit qu'il se soumet à la décision du parti. Lors d'une élection municipale entre Tefou, Kone et Ahmed Bakayoko, ce dernier avait failli battre Ahmed Bakayoko. Effectivement, le taux de participation était très élevé. Du coup, le laisser sur la touche et puis parachuter un autre candidat dans cette commune, bon, c'est une frustration. Bien. Surtout que ce dernier est ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional. Bon, tout ce cumul-là, c'est un peu gênant. Allez-y, Samba David. Non, je vais dans le même sens que Dr Daouda et Dr Ouattara. Il faut dire que il y a des partis, dans des partis, il y a des personnes qui peuvent aller où elles veulent, sans tenir compte de la base. Voilà, parce qu'un gars comme Tefo qui est vraiment implanté à Bobo, qui fait même reculer les candidats non les moindres, comme Ambak et autres. Qui avaient des gros moyens. Voilà, et aujourd'hui, est laissé de côté et on parachute un candidat, même s'il a fait une déclaration pour dire qu'il s'en tient à l'adhésion du parti, mais je ne crois pas que cela soit sincère. Bien, voilà. Merci de connaître. Alors, ce que je retiens de ce chiffre du jour, c'est l'ancrage local et le candidat. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Oui, mais moi, d'abord, ce n'est pas tout à fait exact de dire que Tefou a failli battre Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas vrai. On connaît les scores. Il a beaucoup bousculé. Oui, bousculé, mais failli battre, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, on parle de Tefou. Moi, j'aime bien Tefou, mais Tefou avait quitté le RHDP. Il n'est revenu qu'il y a quelques mois. Donc, vous savez, on est dans un appareil politique. Vous en êtes sorti pendant des années. C'est vrai, c'est un militant à la base, mais qui avait suivi Guillaume Soro et qui est revenu il y a quelques mois. Lui-même, je pense qu'il ne pouvait pas s'attendre à être choisi. L'arrivée du ministre d'État, je crois que le RHDP démontre qu'il tient à Bobo. Madame la présidente du Sénat se retire parce qu'il y a une compatibilité entre son poste et son député. On fait venir le ministre d'État, je crois, pour garder. Et puis, ça préfigure, de mon point de vue, du projet de positionnement du ministre d'État qui va venir se battre
dans la capitale, qui est l'enjeu principal pour les prochaines élections. Êtes-vous en train de nous dire qu'il n'y a pas le ministre Brahima ou bien il n'y a pas de leader, il n'y a pas de cadre RADP au niveau d'Abobo? Moi, je vois que le ministre Brahima va occuper... du RADP à Bobo. Au fait, c'est jeter un anathème sur les cadres RADP à Bobo. Merci Samba David. Alors Samba David, on se donne rendez-vous très prochainement. On marque une coup de pause pour revenir dans la seconde partie dans laquelle nous allons recevoir Dr Paul Hervé Agoubli, avec qui nous parlerons de son retrait, le retrait de son mouvement Objectif République de la CAPSI, la Coalition pour l'Alternance Pacifique en Côte d'Ivoire, et sa lecture de la situation politique nationale, la pub. De retour de la pub, notre invité est Dr Paul Hervé Agoubli, secrétaire général du mouvement Objectif République, ex-membre de la CAPSI. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher Sidique. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Alors, quelles sont les raisons exactes de votre retrait de la CAPSI juste après la présidentielle, pendant que d'autres y sont? Oui, c'est vrai que l'opportunité du départ se pose, le timing également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en interne à Objectif République, depuis le 6 octobre, donc ce n'est pas tout de suite que la décision a été prise, nous avions pensé effectivement nous retirer de la coalition. Et puis, les amis ont estimé que la période ne se prêtait pas à un départ serein. Donc, nous avons attendu que la présidentielle s'achève pour que le 4 novembre, finalement, nous finissions par acter notre départ, qui se justifie par, je pense, 3 crises essentielles. Une crise de la confiance, une crise de la collaboration. Parce que vous ne faites plus confiance aux autres? Oui, et une crise de la sincérité. Je vous donne un exemple. Nous avons commencé à travailler dans le cadre du groupement des partis politiques et de la société civile. Donc, c'était un groupement. À l'époque, vous aviez la société civile. Et depuis 2023, nous signons les premières déclarations qui ne sont pas lues, mais vers juillet 2024 au siège du MGC. Et donc, si vous prenez cette période jusqu'à la fin de l'année 2024, et vous prenez les 10 mois qui nous amènent, ou les 9 mois qui nous amènent à la déclaration du Conseil constitutionnel, ça fait 15 mois d'amitié, de fraternité, de franche rigolade. Et puis, il suffit d'une décision du Conseil constitutionnel pour que vous deveniez des traîtres, vous deveniez des collabos, vous deveniez... Je n'ai pas compris ce comportement totalement bipolaire qui fait que vous êtes désignés comme des ennemis de la nation, simplement parce que votre nom apparaît sur, je parle pour Simone Gbagbo, apparaît sur une liste du Conseil constitutionnel. Et j'ai trouvé que c'était totalement incompréhensible. Est-ce que ce n'est pas du fait qu'elle ait dit que le Conseil constitutionnel avait bien fait son travail? Vous savez, moi j'ai été, et je suis heureux que vous nous posiez cette question, mais je vais vous faire une confidence. Une semaine après, Mme Simone Evier Gbagbo nous reçoit, et puis elle s'excuse auprès de nous. Vous comprenez? Elle s'excuse auprès de nous pour la déclaration qu'elle a faite et pour les effets que cette déclaration a eus. Et voilà les mots qu'elle dit. Je suis triste que vous ayez eu pour certains à avoir à me défendre. Ce n'était pas l'intention, ce qu'on a mis dans mes mots, ce n'était pas vraiment mon intention. Et vous savez, moi j'ai été membre de Leader. Nous avons en 2020, attendant ou écoutant la déclaration du Conseil constitutionnel, ce moment dramatique, ce moment même tragique, vous le vivez avec une tension quasi théâtrale tellement extrême que, mais si les gens n'ont pas vécu ça, ils ne comprennent pas la détente que vous avez à entendre votre nom prononcé par le Conseil. Donc, je dis, l'erreur que je concède, c'est qu'elle ait eu à parler à chaud. Elle aurait parlé à froid dans un cadre organisé. Je pense peut-être qu'elle aurait dit ce qu'elle pense de la même façon, mais elle aurait mesuré, ajusté un peu plus ses mots. Oui, alors moi, le pauvre docteur, il est surpris, mais on n'était pas surpris. La CAPSI et les autres regroupements crépusculaires, comme je les ai qualifiés, de l'opposition qui s'est radicalisée par la suite, c'était toujours, que ce soit le PPPAC ou le PDCI à la manœuvre, toujours essayer d'utiliser les autres pour soi-même. Et malheureusement, vous l'avez compris un peu trop tard. Mais bon, mais jamais trop tard pour bien faire. Moi, je vous félicite
personnellement, vous-même et votre mouvement, qui a un nom qui en dit assez long, Objectif République, et que vous avez participé à ce processus électoral dans une atmosphère délétère, criée par, comme vous-même vous le dites sur ce plateau, des gens qui ont rigolé hier et qui sont devenus, qu'on ne reconnaissait plus dans les déclarations. Mais c'est ça, malheureusement, un peu ça, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où certains ont raison sur tout et d'autres sont les plus grands idiots du pays. Mais on ne peut pas construire une démocratie en travaillant comme ça. Moi, je pense que vous avez fait votre part. L'Objectif République doit se réorganiser parce qu'on a un pays à construire. On a une démocratie à construire. Merci, Docteur Daouda Ouattara, question. D'accord. Docteur Agoublé, bonne arrivée. Bien. Est-ce que ce n'est pas parce que vous sentez l'agonie de la CAPSI que vous décidez de vous retirer? Non, je veux dire, vous savez, quand vous avez vu qu'on a défendu les couleurs du MGC, la candidate Simone Veil Gbagbo, vous savez qu'on n'a pas de position opportuniste. Nous savions que nous avions notre part à prendre pour ne pas abandonner quelqu'un qui était lâché de toutes parts. Et donc, c'était un acte de courage. Donc, je veux dire, je parle de ceux qui abandonnent le navire quand il va sombrer. Mais simplement, ce que nous avons vu et qui est en train de se constater aujourd'hui, c'est que, et là, on l'a vu dans certaines séquences, quand il s'est agi de prendre des décisions. On a fait à croire que le consensus voulait dire veto de certains, entre guillemets, grands partis. C'est-à-dire que vous êtes autour de la table, vous avez plus ou moins une majorité sensible ou relative qui s'exprime. Et puis quand un ou deux partis ont dit « niet, ça on ne veut pas », bon, rien ne se fait. Donc, ce aussi à quoi je donne acte, c'est que, peut-être c'est un peu ce que M. Gbagbo disait tout à l'heure, c'est que peut-être dans les perspectives, il faudrait qu'on y revienne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut en finir avec cette illusion de l'union générale de l'opposition. Ce n'est pas des choses qui sont vraies. D'ailleurs, vous regardez sur des terrains autres. Prenez le terrain français, par exemple. Dès lors qu'on dit qu'on va faire barrage à l'extrême droite, mais depuis La République En Marche jusqu'à LFI au bout, on est d'accord pour faire barrage. Mais vous n'avez jamais vu des gens s'asseoir dans une coalition pour le décider. Parce que les coalitions totalement hétéroclites, où il n'y a pas la même nature, ce n'est pas la même démarche, ce n'est pas la même idéologie, c'est des choses dans lesquelles c'est un spectacle d'ombre dans lequel le sens se perd totalement. Et donc, voici la raison pour laquelle nous revenons à nous-mêmes. Bien, vous l'aviez constaté, mais vous y êtes allé quand même. Non, le constater de l'extérieur, je veux dire, je concède, nous avons été tous victimes d'un angélisme qui consiste à penser que comme vous avez un adversaire commun, vous êtes obligé justement de vous fondre dans un moule unique. Je ne crois plus en cette proposition. Ce que je crois, c'est que les natures étant différentes, vous pouvez avoir justement des lignes rouges, tout ce qui s'exprime, mais cela ne vous oblige pas, ne vous incline pas forcément à vous fondre dans un seul et même moule. Ça, je donne acte de ça. Maître Dikoné d'abord. Vous aurez la parole. Maître Dikoné, allez-y. Alors moi, la seule question qui me vient à l'esprit tout de suite en vous écoutant, déjà je tire la conclusion que la politique telle que nous la constatons ici en Côte d'Ivoire, c'est la synthèse des réflexes européens aux réalités locales. Ceci dit, la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, sur le terrain politique ivoirien, combien est-ce que de militants vous revendiquez? Parce que pour intégrer une coalition politique, c'est l'apport qu'on fait. Donc, est-ce que vous estimez le nombre de militants que vous avez? Est-ce que vous arrivez aussi à déterminer votre positionnement politique au sein du microsome politique ivoirien? Alors, moi, j'ai déjà dit sur la dernière partie de la question, je ne crois pas, et ça, c'est d'abord un héritage qui nous vient de leader du parti où j'ai été militant pendant quelques années avant sa fermeture. Je ne crois pas au clivage gauche-droite. Je professe un progressisme, mais je ne crois pas au clivage. Donc, ça me vient de là. Je vous relance sur la question. Il n'y a pas véritablement de clivage, mais il s'agit d'avoir des orientations en fonction de la démarche qu'on entend parcourir dans le parcours politique. Je suis en train d'y répondre. Donc, je ne crois pas au clivage. J'ai dit que je professais un progressisme et j'ai dit que nous étions donc des libéraux, mais progressistes, qui sont classés dans le clivage généralement à gauche plutôt, même si
je dis, je ne professe pas donc ce clivage-là. Ce qui fait que j'aurais de plus en plus tendance à fonctionner, à m'allier ou à m'associer avec donc des courants qui sont plutôt de cette obédience-là, qui ne professent pas un conservatisme ou un archaïsme du style d'un oufouettisme, par exemple. Mais bon, voilà. Maintenant, sur la première partie de la question, sa véritable portée, c'est peut-être de dire, oui, mais de quel poids vous pesez? C'est ça la portée de la question. J'ai répondu ici à plusieurs reprises, quand je participais à ces émissions, que on a vu des coalitions, vous parliez du tropisme français notamment, comme la NUPES, sont allés chercher parmi les grands partis, Parti communiste, Parti socialiste, et puis des petits partis. Voilà. Donc, ça n'a pas empêché à cette floraison... Est-ce que les réalités entre la France et la Côte d'Ivoire sont pareilles? Mais vous dites, est-ce que quand vous êtes un parti de taille modeste, est-ce que vous êtes... n'est-ce pas, légitime à participer au débat? Participer au débat. Donc, je vous réponds que la réponse est universelle. Oui, nous sommes légitimes à participer à ce débat. La preuve, si vous regardez, par exemple, dans la CAP Côte d'Ivoire, modestement, la charte qui est utilisée dans la CAP, je dis, nous avons une part importante dans sa rédaction, tout comme nous avons une part importante dans les travaux, les réflexions qui ont été menées. Nous sommes quand même dans un univers de partis où les bases sont très importantes. Quand vous regardez les parcours de leaders comme Alassane Ouattara ou le président Laurent Gbagbo, les bases ont quand même des parts prépondérantes dans la construction de leur légitimité au niveau national. Et c'est ce qui est. On va construire la nôtre. On va construire la nôtre. Bien, je vous la souhaite. Docteur, est-ce qu'avant de quitter la CAPSI, est-ce que les objectifs de la création de cette coalition ont été atteints? Non, ils n'ont pas été atteints parce que c'était de réformer le système électoral. Sur ce terrain-là, on va quand même dire que... Parce qu'il y avait deux choses. Dans la formulation de départ, on a dit qu'on organise l'unité d'action de l'opposition. Donc, c'est le premier segment de la phrase programmatique, organisation de l'unité d'action de l'opposition en vue des réformes. Donc, sur ces deux segments-là, est-ce qu'il y a eu unité d'action de l'opposition? Pas si sûr forcément, même si de grands efforts ont été faits. Maintenant, est-ce que le système électoral a été reformulé? Là, je suis au regret de constater avec vous que les objectifs n'ont pas été totalement atteints. Mais selon vous, cela est du fait non, docteur, du gouvernement c'est une question par question. Oui, dans le courrier, on a dit... dysfonctionnement dans le courrier, on a dit d'une part, tout ça est arrivé faute d'écoute du gouvernement, on a dit dans notre courrier de départ, et deuxièmement, de choix lisibles des oppositions. Donc oui, les torts, il me semble, sont partagés. Bien, dernière question sur la CAPSI, Guillaume Basso, avant qu'on parle de la situation nationale. Moi, personnel, sur l'attitude du président du PDCI, Tidiane Thiam, qui, il faut le dire, a été le premier à dézinguer cette coalition qui pouvait représenter un équilibre dans le débat. Comment vous avez apprécié son action personnelle sur son parti dans ce qui est aujourd'hui qu'on doit appeler cette déconvenue de la CAPSI? Oui, j'ai mal vécu deux moments. Le premier moment, c'est celui du Front commun, où on n'a pas été informé du tout. On a découvert, comme tout le monde, qu'un Front commun s'organisait, donc qui aspirait le PDCI, qui quand même est une force importante dans la CAPSI. Première chose. Nous avons donné, encore une fois, acte de ce choix. Et puis, deuxième chose que j'ai quand même vécu très mal, c'est l'incapacité, l'impossibilité totale, dès lors que le Conseil constitutionnel a donc donné la liste des candidats, d'être en mesure ou en capacité de discuter sur, mais vraiment, une infime possibilité que la coalition se regroupe autour de la candidature, par exemple, de Simone Gbagbo, qui, encore une fois, pendant quasiment 14 mois, a convoqué des réunions, a reçu tout le monde chez elle à la maison, a offert des commodités de réunion. Je veux dire, c'est des choses qui sont anecdotiques, basiques, banales, mais qui montrent l'inclination de l'individu ou de la personne à vouloir faire corps et à vouloir faire famille. Donc le fait, tout d'un coup, comme de la rejeter, comme de renier cette amitié relativement construite, moi je l'ai très mal vécu. Et d'ailleurs, le caractère politique, parce que là on est sur des questions, disons, relationnelles ou intimes, mais la conséquence politique c'est quoi? C'est qu'on déserte le champ de l'élection présidentielle, on neutralise les électeurs, parce que c'est ça qui s'est passé. On a neutralisé les électeurs. Et puis on prétend justement que ces mêmes électeurs-là doivent servir
à comment dire évaluer, ouais, merci l'expression, le jeu électoral pour les législatives. Et qu'est-ce qui se passe? Comme c'est l'opinion qu'on a nourrie, bon, l'opinion se retourne contre nous. Parce qu'il dit, bon, vous nous avez dit que si telle ou telle condition n'était pas remplie, nous ne comprenons pas désormais pourquoi nous devrions, justement, précisément, nous remobiliser pour arriver, alors que, d'après nous tous, les jeux sont faits. Et ils sont davantage faits pour la présidence et pour les législatives que pour la présidentielle dans lesquelles chaque lieu de vote se vaut. Mais là, vous avez une répartition des sièges pour les législatives dans lesquelles vous-même reconnaissez que le RHDP part avec un avantage de départ et vous prétendez que cette élection-là, elle est mieux courue que si vous aviez été donc au présidentiel. Je trouve que c'est ça que je qualifie quand je parle d'illisibilité de la démarche. Et ce que je pense, c'est que les colères, les rancœurs, les humeurs ont prévalu sur la raison froide. Bien. Alors, Dr Agboubli, maintenant, nous allons parler de la situation nationale. Tout d'abord, votre lecture de la présidentielle ivoirienne qui a été émaillée de violences par endroits. Également, la législative qui voit la participation du PDC-RDA, du COJEP et bien d'autres partis. Et bien, on note également le retrait du PPAC et de Laurent Gbagbo. Simon Gbagbo, elle n'a encore rien dit sur la participation de son parti, ainsi que votre mouvement Justice République. Quelle lecture globale? Je trouve, vous voyez, la phrase, vous la formulez avec tellement de possibilités, d'inconnus. C'est une équation mathématique qui est totalement désordonnée. Donc, je trouve qu'il y a un vrai, chez nous, il y a un vrai désordre cognitif dans lequel il faut mettre du sens. Je ressors de la... Et qui a créé ce désordre? Je ressors de la séquence politique avec le sentiment. C'est pour cela que je dis, demain, il faudra qu'il y ait un bloc présidentiel connu. Il faut que les Ivoiriens commencent par s'approprier cette notion des oppositions et non pas d'une opposition. Et qu'enfin, on puisse, ma foi, savoir comment on lit les trajectoires. Regardez, par exemple, vous prenez le cas du PDC, qui là encore vient d'annoncer, je crois que c'était pour aujourd'hui, la création du RID. Mais nous qui sommes informés, est-ce qu'aujourd'hui, cette organisation a été même annoncée? Non, mais parce qu'elle se heurte justement à un défaut d'organisation à la base. Vous savez, j'ai l'impression de ce que j'ai constaté, c'est qu'on prête à la vie politique en Côte d'Ivoire, et notamment à ses énoncés, un caractère perlocutoire. C'est-à-dire, j'ai dit et la chose se réalise. Donc, je n'organise pas, mais il suffit que je prononce, que j'annonce, et puis la réalisation suit. Donc, l'organisation à la base, ce que vous appelez les stratégies, elles n'existent pas. Si vous posez la question, comme nous, on le sait, nous, puisque ce sont des copains, on se connaît. Si vous posez la question intimement aux animateurs de tout ce qui s'est passé, si vous la posez dans leur stricte intimité, est-ce qu'ils avaient une stratégie dans ce qu'ils sont allés faire? Ils vous diront sincèrement non. Ils vous diront non, comme nous, on le sait. Et il s'agit, c'est pour ça que je trouve... Mais la stratégie, c'était la bagarre. Non, mais bon, enfin... Tu vas dans les attaques personnelles. Je dis que si continue, moi je vais réagir. Non, tu sais, on se connaît. Allez-y, docteur. Je finis. Je veux dire qu'aujourd'hui, pour moi, et ça, je mesure les conséquences de ce que je suis en train de dire par rapport à l'opinion. Mais devant l'opinion, on ne se couche pas. Vous savez, à l'époque, les gens disaient, quand ils ont formé, justement, vous avez parlé de République, quand ils ont formé la République, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient qu'il faut qu'on forge l'homme du suffrage, qu'on appelle l'homo suffragans. Nous avons fait une République qui n'est plus donc une monarchie, qui n'appartient plus à quelques individus, il n'appartient plus à quelques individus de décider. Comme c'est la masse collective qui va décider, il faut qu'il y ait des institutions qui forment au vote. Et dedans, sur le fait de la majorité, on dit, ce n'est pas parce que la majorité est majoritaire qu'elle a raison, c'est parce qu'elle a raison qu'elle doit être majoritaire. Ça veut dire que quand vous êtes sur le terrain politique, vous ne vous couchez pas devant l'opinion. Regardez ce que vont être les législatives. Déjà, dans le contexte de l'ancienne législature, si on reporte à ce qui se passe aujourd'hui, le RHDP au Sénat a 58 sénateurs, il y en a 33 qui sont nommés, il y en a 6 à peine pour le PDCI, 2 pour un indépendant. Dans les conditions où vous pourriez avoir 170 députés donc, du RHDP à l'Assemblée nationale, vous avez, le Congrès est capable, aux 2 tiers, de transformer, de changer, de modifier complètement la Constitution. Mais qui a envie de ça? Voici ce qu'il faut regarder.
Donc la solution, c'est d'aller à cette élection. Oui, moi, malgré tout ce que je dis, tous les reproches que je peux formuler, mais je vote demain et je fais campagne demain pour les candidats de l'opposition. Bien. Maître Dikoné. Alors moi, je vous ai écouté, j'étais quand même agréablement surpris de vous entendre. Et la question tout de suite qui se dégage de votre brillant exposé, il y en a deux, elle a double volée. Est-ce que premièrement, vous ne trouvez pas qu'il y a un manque de formation politique à la fois chez les acteurs et chez les citoyens? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le second volet, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un travail de base à faire pour éduquer le citoyen ivoirien avant de parler de politique? Oui, mais en fait, ça se fait simultanément. Mais sur le constat du manque de formation, on est obligé de constater. Je pense qu'il y a une défaillance. Moi qui suis universitaire, je constate qu'il y a une grande défaillance, globalement celle de l'université, sur le terrain politique, notamment celle des sciences humaines, philosophie, surtout de la sociologie. Surtout de la sociologie. Je pense que les trajectoires politiques, les démarches politiques ne sont pas suffisamment déconstruites au sens où un technicien prendrait le téléphone portable, le déconstruirait, le démontrerait pour le remonter, pour voir quel est son processus de fabrication. Je crois que la politique ivoirienne n'est pas suffisamment déconstruite pour que les acteurs eux-mêmes aient suffisamment de recul pour comprendre les trajectoires. Et ce travail, je crois qu'il doit être fait. Ce n'est pas un travail accessoire, voilà. Et qui fasse que cet homme du suffrage, cet homo suffragans, il faut qu'il arrive à quel moment? Il arrive, malheureusement, tout à l'heure, on parlait des grandes figures politiques. Il arrive parce que comme les autres ont décapité le roi, il faut, dans notre constitution, il faut, dans notre vie politique, non seulement décapiter le président de la République, je dis symboliquement, hein, je dis bien symboliquement, mais aussi les figures tutélaires dont le mot d'ordre, justement, assigne l'électeur. C'est fou. Quelqu'un peut penser quelque chose le matin. Il a reçu un mot d'ordre, sa propre pensée est complètement disqualifiée. Est-ce qu'il y a une prise en charge du pragmatisme au niveau national? Parce que c'est bien beau de prendre de grands ensembles qu'on a à l'extérieur, d'essayer de les calquer, mais est-ce que le pragmatisme ne devrait pas être de mise? Parce que quand vous avez la façon de réfléchir de celui qui est à Bobo, de celui qui est à Yopougon, vous avez aussi le taux de scolarisation et d'alphabétisation qui est très bas. Et c'est ce qui est quand même très dangereux dans notre microzone politique actuelle. Et je poursuis en 2 secondes. On a eu auparavant des alliances qui étaient contre nature et ça se poursuit aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à la base? Est-ce que notre classe politique... Moi, je pense qu'il faut sortir de ces alliances. Vous avez parfaitement raison. Il faut, avec courage, sortir de ces alliances. On a un tropisme radical. On est un parti radical, on fonctionne avec les radicaux. Nous sommes des réformateurs, nous fonctionnons avec des réformateurs. Nous sommes des conservateurs, nous fonctionnons avec des conservateurs. La ligne est claire pour tout le monde. Comme ça, on ne vient pas comme nous, je suis d'accord que vous posez la question, on ne vient pas comme nous dire « Ah oui, mais je ne savais pas. » Bon, on peut nous faire le reproche. C'est la première chose. Deuxième chose, regardez par exemple, il y a quelque chose qui nous a échappé. Le président de la CEI dit « Bon, parce que j'ai besoin d'avoir vraiment ma liste électorale, elle doit être étoffée. 17 ans, il faut que les enfants viennent s'inscrire sur la liste électorale. OK, pourquoi pas? Mais quelle campagne on a fait en direction des écoles? Les responsables des écoles eux-mêmes vous disent on ne fait pas la politique chez moi. Et si on ne fait pas la politique à l'école, on la fait où? On ne fait pas à l'école. J'arrive. C'est-à-dire on n'apprend pas aux citoyens à être un citoyen. C'est ce que j'appelle la politique. On n'apprend pas aux citoyens à être un citoyen, à assumer sa responsabilité. Vous savez, la citoyenneté se justifie, pardon, hein, on avait un débat qui était très politique, on est en train de virer à quelque chose de technique d'universitaire. La citoyenneté, c'est d'abord la liberté. C'est la liberté de ma conscience qui fait que je fais des choix autonomes. Et à l'époque, déjà, quand les gens réfléchissaient à la liberté, ce n'est pas « oui, il me prend mes droits, donc je cherche ma liberté ». Non, c'est qu'on a justifié que si vous êtes dans une assemblée où les gens ne sont pas cultivés ou formés de la même façon, ceux qui sont cultivés, forcément, dominent toujours les autres. Donc, il faut les cultiver au même niveau pour qu'instruits de la même façon, ils soient autonomes les uns par rapport aux autres. Et ça répond à la question... Est-ce que les partis politiques ne pourraient pas le faire? Ils pourraient le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Moi, je vais changer complètement de registre. Voilà.
est-ce que l'objectif République sera aux élections législatives? Si oui, avec combien de candidats en liste? Alors, nous avons un candidat, Augustin Sekale, bon, chez le frère Guillaume Bato à Danané. Guillaume Bato a un adversaire. Moi-même, je devais être sur le terrain de Tabo, mais quand je fais justement l'analyse que nous faisons sur le plateau, je pense que dans 3 ans, on pourrait se voir sur le même terrain pour voir un peu comme le COJEP, ce que nous faisons de ce point de vue. Mais nous, il faut le dire, nous sommes un jeune mouvement. Et nous sommes en train de nous construire. Nous irons progressivement et nous testerons justement la force politique que nous avons et cela arrivera. Mais pour l'instant, c'est ce que je peux dire rapidement. Oui. Vous qui êtes le leader de ce mouvement, est-ce que ce ne serait pas bon de donner l'exemple? Oui, vous avez raison. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Non, ce n'est pas une fuite en avant. Est-ce que votre base est solide? Est-ce que vous avez des assises solides chez vous? En tout cas, on travaille. Depuis 2021, je peux vous dire, je fais des allées et venues. En novembre prochain, là, à la fin de ce mois, notamment, j'irai. Mais quand je fais l'analyse, vous savez, il y a une donnée aussi scientifique à l'élection. Il y a une donnée scientifique à l'élection. En faisant l'analyse de ce que nous pesons aujourd'hui, ce que nous avons fait, des résultats que nous pouvons obtenir, je me dis prudent. Et je suis heureux que les copains y aillent. Parce qu'en plus, je n'ai pas envie de forger une organisation politique où tout se recentre sur ma personne. Donc, si aujourd'hui, nous avons des candidats qui sont élus et qui demain peuvent me challenger, hein, n'est-ce pas, à la tête du mouvement, moi, j'en serais très heureux. D'accord. Alors, pour chuter rapidement, est-ce que ce n'est pas par peur d'échouer que vous n'y êtes pas allé? Non, ce n'est pas par peur d'échouer. C'est précisément l'inverse. C'est parce qu'on veut tellement gagner, je veux tellement gagner que je me donne vraiment scientifiquement, rationnellement les terrains, les moyens d'y aller quand je serai bien. Oui, moi, je pense d'abord, c'est bien, Augustin. J'espère qu'il a déposé ses dossiers et qu'il viendra nous challenger dans l'année. Oui. Ce sera un beau débat. Je pense que au-delà des questions que Cédric a posées et qui sont le problème dans notre pays, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, on n'apprend pas à construire. C'est vrai. On ne travaille pas sur le long terme. Or, ce que les uns et les autres oublient, c'est que ce que nous avons comme acteurs principaux aujourd'hui, on travaille sur le long terme. Et les autres veulent juste profiter de leur lumière sans travailler sur le long terme. Ça, c'est le premier problème de notre démocratie. Deuxièmement, il y a une crise des valeurs. Il y a une crise des valeurs. Moi, je suis de gauche. C'est vrai que vous dites que vous n'êtes pas... Moi, je suis de gauche. Mais moi, je suis de gauche. Malheureusement, on a des gens de gauche en Côte d'Ivoire qui ont un discours d'extrême droite. Ça aussi, ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas dire que je suis de gauche et être xénophobe, par exemple. C'est des valeurs qui ne marchent pas ensemble. Alors ici, l'individu prend tout de suite le pas sur les valeurs cardinales. Et toutes ces choses-là, nous devons, je crois que c'est vous qui avez parlé de déconstruire. Il faut déconstruire tout cela et reconstruire. Heureusement pour nous que l'ancienne génération est en train de se retirer. J'espère. Et c'est pour ça que moi, je suis heureux d'avoir des mouvements comme Majorité République, d'avoir d'autres jeunes qui s'essaient à la politique, à travailler sur le terrain, pour que demain nous ayons de vrais débats sur le fond. Parce que, par exemple, malheureusement, cette présidentielle, on n'a pas eu de débat sur le fond. Bien, merci Guillaume Bato. Dernière question, parlons de retrait. Il y a le retrait annoncé du président Laurent Gbagbo de la scène politique très bientôt. Comment vous réagissez face à cette annonce? Oui, elle est intervenue dans un moment, comme elle va s'organiser, mais le moment dans lequel cette annonce-là est intervenue, moi, ça m'interpelle. C'est-à-dire que... Ça laisse l'opposition orpheline? Non, pas du tout. Mais je veux dire, après, à la décharge du président Laurent Gbagbo, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment challengé. Quand je dis on, c'est vraiment nous tous. Moi, je prends la trajectoire de quelqu'un comme Mitterrand, par exemple, reconnu au pétainisme, après dans les entrailles de Gaulle, et de Gaulle qu'il terrasse totalement pour devenir le Mitterrand qui forge toute la gauche. Donc, on n'a pas, pendant son magistère au président Laurent Gbagbo, comme ça va être certainement le cas pour Alassane Ouattara, on n'a pas totalement eu des figures qui, du vivant de ces grands personnages, qui à la fois relèvent de l'héroïsme du grand héros et
et du mythe, parce qu'avec Laurent Gbagbo, on parlerait du héros et du mythe. Donc finalement, laisse un tel vide. Quelqu'un me filait cette métaphore, disait, bon, on se met à l'ombre du baobab, mais il faut se souvenir qu'en bas du baobab, rien ne pousse. Bien, merci. C'est l'heure du carton rouge. Voilà le premier carton de cette semaine avec Guillaume Bato. Mon carton rouge va aux militaires maliens. Aujourd'hui, nos frères et sœurs du Mali vivent des situations vraiment dramatiques. Notre jeune sœur TikTokeuse qui a été exécutée publiquement, je voudrais saluer sa mémoire, dire que c'est dommage, c'est triste. Et moi, ce qui m'écoeure le plus, c'est qu'on n'entend personne du côté de Bamako. Les djihadistes gagnent du terrain chaque jour, le pouvoir malien ne dit rien et on ne dit pas comment les populations vont se protéger. C'est vrai qu'après coup, par leur incompétence, ils nous donnent raison à nous autres qui les avons critiqués. Mais c'est parce que nous avons souhaité pour le Mali. Bien. Parce que si le Mali s'effondre à la porte de la Côte d'Ivoire, ce sera dramatique pour nous tous. Donc, carton rouge à M. Assimi Goïta et à ses colonels fantoches. Dr Daouda Ouattara. Alors, moi, mon carton rouge, alors très très rouge, va à l'endroit de l'entreprise des ponts et chaussées qui a en charge la construction du pont reliant Siporex à Carrefour Zone de Yopougon. En tout cas, depuis la fermeture de ce pont à la circulation, ce sont des embouteillages à n'en point fini. Les routes qui devaient servir de déviation sont en piteux état. Alors que cette entreprise-là fasse vite pour réouvrir ce pont-là à la circulation, pour désengorger la circulation. Bien, merci de connaître carton rouge. Oh, je passe mon tour pour aujourd'hui. Allez-y, docteur. Oui, j'ai vu une image surréaliste où quelqu'un vous a mis un tapis de prière sur la route, en pleine autoroute. Je trouve que ça, c'est des comportements qu'il faut complètement... Oui, il faut sortir de là, quoi. C'est pas moderne, c'est pas... Franchement, oui. Bien. Comme dit l'autre, il y a ceux qui respectent le code de la route et il y a ceux que le code de la route devrait respecter. C'est vrai. C'est l'heure maintenant de Sans détour. Voilà, nous sommes maintenant dans la rubrique Sans détour, rubrique dans laquelle notre présentatrice Christelle Bédé qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Christelle. Bonsoir Sidi. Face à vous, docteur Paul-Hervé Agoubli. Bonsoir docteur. Bonsoir chère madame. Vous allez bien? Ça va, merci. Ouais. Alors, sans détour, docteur Agoubli, vous êtes le secrétaire général de Objectif République. Que répondez-vous à ceux qui estiment que votre présence est égale à votre absence sur la scène politique? Oui, vous savez qu'il y a deux choses dans la politique. Il y a les salissures, il y a les coups qu'on prend, et puis il y a la vérité de ce que vous recherchez. C'est quoi votre vérité? La vérité que nous recherchons, c'est que la politique, c'est d'abord un jeu où les idées circulent. C'est d'abord ça, où les idées circulent. Et si nous avons une force aujourd'hui, c'est que nous ne passons pas inaperçus. Donc vous n'êtes pas présent? Non, oui, mais justement, notre présence consiste effectivement... Vous savez, aujourd'hui, j'ai de nombreux amis, et je pense que de loin en loin, de plus quand on dit Objectif République, ils ont tendance à s'arrêter. Mais pourquoi Objectif République? Et le fait de s'arrêter pour poser cette question veut dire qu'on a suscité quelque chose dans l'esprit des gens. Les Ivoiriens estiment qu'on ne vous voit pas. Oui. On ne sait pas ce que vous faites concrètement. Oui. Donc vous êtes absent. Est-ce nécessaire? Était-ce nécessaire de mettre en place ce mouvement? Oui, la nécessité de mettre ce mouvement en place vient non pas du fait qu'on nous voit ou qu'on ne nous voit pas, mais du constat que le fait républicain en Côte d'Ivoire n'existe pas. Est-ce que c'est pas un parti de trop? On pourrait poser la question. Honnêtement, au départ, j'avais quand même du mal quand on me posait ce type de questions parce que vous voyez la floraison des partis. Je suis aujourd'hui de moins en moins à penser, vous savez, dans la première partie de l'émission, je disais, de moins en moins à penser que pour toute absence, il faut une réponse partisane. Je crois qu'il faut, quand on a des atomes crochus avec les uns et les autres, avoir de grandes forces partisanes qui partent du sud au nord et donc où il y a des connexions. C'est comme ça qu'on gagne. Il y a que votre parti a communiqué son retrait de Cap Côte d'Ivoire, parti ou coalition dont vous étiez signataire. Est-ce à dire que dès le départ, vous n'avez véritablement pas cru à ce projet collectif? Aussi, totalement, parce que... Qu'est-ce qui justifierait donc ce retrait? Oui, mais parce que les promesses de départ, finalement, ont été, non pas par... C'était quoi les promesses de départ? Oui, simplement penser qu'on pourrait
en mobilisant un certain nombre d'idéaux et de vertus. Et votre conviction pour atteindre naturellement ces promesses étaient lesquelles? Oui, c'était de travailler sincèrement les uns avec les autres pour que les réformes dont nous sommes porteurs commencent justement. Je vous donne un détail. Travailler sincèrement. Est-ce que vous estimez que le travail n'a pas été sincère? Oui. Et votre contribution n'a pas été à la hauteur des attentes pas nous. Je des veux autres? dire, même si la possibilité, prends le cas de l'alternance, par une participation à l'élection était infinie, même si elle était de 1 sur 1 millier, on aurait dû jouer cette carte. Vous parliez de participation à l'élection. Il y a Mme Simone Gbagbo qui a été candidate à l'élection présidentielle. Est-ce que vous estimez qu'elle a trahi la lutte? Non, elle n'a pas trahi la lutte. Pourquoi? Elle a fait ce pourquoi nous avons travaillé. Nous avons tous les moyens dont qui étaient possibles de mobiliser pour faire ce travail, nous l'avons fait. Sur pourquoi vous aviez travaillé, était-ce que Mme Simone devienne candidate pour le compte de Nous avons travaillé, Cap-Côte d'Ivoire? Je l'ai dit, il y a deux choses, unité d'action de l'opposition et réforme, n'est-ce pas, du système Donc vous électoral. n'aviez pas travaillé à ce que Mme Simone soit candidate au nom de la CAP? Justement, c'est ce qui n'est pas, elle a trahi la lutte. C'est ce qui n'est pas arrivé. Donc elle a trahi la lutte. Que ça, ce n'est pas arrivé. Est-ce qu'elle a trahi la lutte, oui ou non? Non, elle n'a pas trahi la lutte. Mais ce n'est pas une lutte, ça. C'est pas une lutte. Vous avez estimez une que ce n'est pas une lutte? Oui. Vous avez milité pour une alternance pacifique. Oui. Vous estimez que ce n'est pas une lutte? En participant à l'élection. En participant à l'élection, et il n'y avait pas de candidat. Oui, mais Mme Gbagbo, Simone Gbagbo était candidate. Pourquoi tous les partis politiques, tous les partis ne l'ont pas soutenu? C'est à ça qu'on arrive. C'est ça la grande question. Et la grande question, c'est pour ça que je dis qu'il a manqué de sincérité. Et à partir du moment où qui a manqué de sincérité? Oui, mais les autres partis autour de la table, ceux qui se sont détachés pour la soutenir, nous-mêmes, le COJEP et Force, non pas Force. Vous l'avez soutenir sans pour autant envoyer de représentants dans les bureaux de vote. Était-ce mais ça, c'est un autre gros débat. Était-ce un vrai soutien? Par exemple, tous les membres de Objectif République, tous les membres d'Objectif République, tous, je dis bien tous, qui ont participé effectivement au bureau de vote n'ont pas pris un sou. Voici la grande... Non, la question non, mais j'arrive justement, la grande question. La question, c'est de savoir, vous l'avez soutenu, mais on n'a pas senti votre présence dans les bureaux de vote. Mais si vous me laissez développer, vous allez comprendre. Nous sommes un mouvement de taille modeste. Ce que nous pouvons faire, un mouvement de taille modeste, c'est-à-dire? Oui, ça veut dire que nous n'avons pas 1 million de militants. Donc vous n'avez pas une base électorale assez importante? Oui, mais ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. C'était possible dans la vie. Donc, ce que nous avions de force, nous l'avons mis à la disposition de Mme Simone Gbagbo. À Tabo, d'où moi je viens, on l'a fait. À Abidjan, nous avons des étudiants, des amis qui sont allés dans le bureau de vote sans prendre un rond. Vous dites que le fait de n'avoir pas une base électorale importante n'est pas une fatalité. Est-ce pour ça que vous vous affiliez d'amitié avec les coalitions pour pouvoir survivre sur la scène politique? Non, moi je ne cherche pas à survivre. Vous savez, le FPI par exemple, le FPI, qui est le grand parti d'aujourd'hui, a mis 4 ans pour sortir de la clandestinité à devenir le parti important qui est. Si vous prenez l'histoire des partis politiques depuis les années 60, 46 jusqu'à maintenant, est-ce que finalement c'était pas une sorte d'alliance de logo? Est-ce que c'était pas pour surfer, pour bloguer qu'on a fait? Vous allez voir qu'il y a toujours une période de construction. D'accord. Essayez de répondre à la question. Oui. Est-ce que finalement, ce n'était pas une sorte d'alliance de logo en disant on est plusieurs, on est nombreux, mais dans le fond, il n'y a pas véritablement eu d'impact? Moi, dans le fond, dans la vie, je n'ai jamais été pressé pour rien. Donc, je dis, la méthode, c'est que nous avons des idées à faire circuler. Et j'observe sur la scène politique que nos idées circulent bien. Nous serons là dans 5 ans, 10 ans. C'est quoi vos idées qui circulent? Nos idées, je dis, c'est d'abord la question républicaine, qu'elle soit vécue en Côte d'Ivoire et qu'elle imprègne la vie de nos institutions, que demain nous n'ayons pas un super président de la République qui écrase toutes les institutions, tous les pouvoirs, que nous ayons des citoyens qui soient vraiment des individus libres. Est-ce que vous pensez que votre retrait de Cap Côte d'Ivoire a des conséquences? Non, pas notre retrait, mais Cap Côte d'Ivoire est une force aujourd'hui qui cherche justement un second souffle. Est-ce que votre retrait a des conséquences, oui ou non? Quand je me retire de Cap Côte d'Ivoire, je ne cherche pas que ça ait des conséquences sur l'organisation. Donc en fait, vous n'aviez pas d'impact. Votre présence à Cap Côte d'Ivoire était-ce une présence inutile? Non, je ne cherche pas à avoir d'impact. Je cherche à être en accord avec moi-même. Que mon retrait ait un impact ou non sur la structure, je ne cherche pas en partant de Cap Côte d'Ivoire que Cap Côte d'Ivoire demain s'effondre. Non, au contraire, je souhaite que l'organisation... Vous n'aviez rien apporté en fait, vous n'avez rien apporté. Bon, vraiment, si vous étiez le premier à annoncer votre retrait, était-ce nécessaire de le faire? Il y a eu 3 retraits.
Le mien est le 3e. D'accord. Donc, vous n'avez pas la bonne information. D'accord. Bien. Merci. Merci, Christelle Bédé. Merci, docteur Paul-Hervé Agoudi, d'être passé, d'avoir accepté de participer à cette rubrique. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général d'Objectif République. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.